Dans le podcast AWS en français, nous parlons de réalité augmentée pour les fans de sport. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, épisode estival, puisque nous ne prenons pas de vacances, nous restons sur le pont pendant tout l'été, et plus précisément pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque nous parlons de technologie dans le sport, et technologie avec le cloud, et le cloud dans le sport, avec cette série de 6 épisodes d'affilée du mois de juillet jusqu'à la fin août. Je voulais d'ailleurs remercier mes deux collègues qui m'ont aidé à préparer cette série, c'est Youssef Taïbachen et Armel Negret. Merci à vous. Aujourd'hui, nous parlons de réalité augmentée. Quoi, comment, pourquoi, comment ça marche. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Guérin. Tu es cofondateur CTO d'Immersive.io. Dis-moi Stéphane, merci d'être là tout d'abord, mais Immersive, c'est quoi? Bonjour Sébastien, merci pour l'invitation. Donc Immersive, comme tu l'as dit, on est spécialisé en réalité augmentée dans le domaine du sport en particulier. Pourquoi? En fait, simplement parce qu'on est convaincu, nous, que la prochaine étape pour l'expérience du fan, ça va passer par la réalité augmentée sous une forme ou une autre. Donc en fait, on s'est spécialisé dans le développement d'applications, soit sur smartphone, soit sur lunettes de réalité augmentée, à destination donc des fans de sport pendant des événements sportifs en live. Et donc pour cela, on a un peu deux axes de développement, deux solutions. Une qui est vraiment à destination des fans dans le stade. Donc quand on va voir un match de foot, par exemple, dans un stade, avec son téléphone, on va pouvoir afficher en live des données par-dessus le terrain. Juste en pointant son téléphone vers le terrain. Donc je filme le terrain avec mon téléphone et en surimpression, j'ai des données statistiques qui viennent s'ajouter. Exactement. Quand je suis dans le stade. Automatiquement, en fait, on a des algorithmes aussi de machine learning, de computer vision qui vont détecter en gros là où tu es placé dans le stade et vont permettre d'afficher des données par-dessus le terrain et même par-dessus les joueurs pour permettre vraiment à un utilisateur, un fan, de voir peut-être un joueur qu'il ne connaît pas, il peut cliquer dessus, voir qui c'est, voir ses stats du match, voilà, le tir qu'il a fait, à quelle vitesse il est en train de courir sur le terrain. Plein de données assez poussées comme ça auxquelles on peut donner accès via la réalité augmentée. Et ça, c'est pour le football uniquement ou d'autres sports de stade? Je pense au rugby ou peut-être d'autres sports qui se jouent dans des stades. Ouais, ça s'adapte à différents sports. On a fait sur du foot, on a fait sur du rugby. Ça peut être sur les football américains, sur du tennis, enfin voilà, ça peut vraiment s'adapter à plein de sports. Donc, tu as dit il y a deux offres, donc ça c'est une offre pour les gens dans les stades, et donc quelle est la seconde offre? Et la seconde est plus pour une utilisation à la maison, où là c'est pour traditionnellement on regarde un événement sportif sur son écran de télé. Donc là, avec la réalité augmentée, soit ça peut être un peu comme un second écran avec son téléphone par exemple, on peut afficher en 3D ou en réalité augmentée sur sa table basse par exemple, une représentation 3D de ce qui se passe. Par exemple, on a fait ça pour de la Formule 1 sur un Grand Prix, et tu regardes le Grand Prix sur ton écran de télé, et en même temps, tu peux avoir une vue 3D du circuit avec la position en temps réel des voitures, des pilotes. Des différentes voitures. Et tu peux utiliser, c'est interactif, donc tu peux cliquer sur une voiture, pareil pour voir ses temps, voir où est-ce qu'elle est sur le circuit, avoir accès à plein de nouvelles informations que tu n'as pas forcément quand tu regardes juste sur ton écran de télé. Donc l'utilisateur de vos applications, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est vous et moi, ce sont les fans de sport. Okay. Est-ce que c'est lui qui paye ou vous avez d'autres clients? Qui est votre client? Oui, alors bonne question. Nous, on ne vend pas directement nos solutions aux fans, aux utilisateurs finaux, mais en fait, on vend nos solutions en marque blanche à des ayants droit. Donc ça peut être soit directement des clubs, des ligues, des fédérations, soit ça peut être des chaînes de télévision, ou parfois même des sponsors de clubs ou de ligues. Mais voilà, on ne vend pas directement aux fans, aux utilisateurs final. Et là, vous leur vendez un SDK pour intégrer dans leur application, ou c'est vraiment une application en marque blanche, on a qu'à, avec des gros guillemets, mettre son logo, ses couleurs et customiser un peu l'application, et voilà. Ouais, alors ça dépend un peu, il y a les deux cas. Des fois, c'est une application à part entière. Des fois, c'est un SDK qu'on intègre effectivement dans une application existante.
ça dépend un peu des cas. Là, j'ai parlé aussi plutôt des applications smartphone, mais aussi on développe des applications pour les casques, les lunettes de réalité augmentée, comme le Vision Pro par exemple d'Apple. Et dans ce cas-là, en général, c'est plutôt des applications dédiées parce qu'ils n'ont pas forcément encore d'applications sur ces plateformes-là. Et par contre, sur smartphone, en général, c'est plutôt des SDK qui viennent s'intégrer dans des applications existantes de nos clients. Alors, il y a pas mal de challenges techniques pour arriver à faire ça. Ici, donc, on ne parle pas de streaming de vidéo. Vous allez streamer et mettre des données en réalité augmentée au-dessus d'images. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que dans cet épisode, dans cette série de 6 épisodes de Tech et Sport, on a beaucoup parlé de streaming vidéo. C'est pas votre métier. Vous, ce sont des données que vous allez capturer et que vous allez positionner intelligemment au bon moment, au bon endroit, au-dessus d'une image existante. J'ai bien compris ? Alors oui, mais parfois on a quand même du streaming aussi. D'accord. Pour l'utilisation à la maison, par exemple l'expérience qu'on va développer sur Vision Pro, on a déjà développé avec certains clients, comme là c'est une expérience sur les lunettes, donc en fait on peut afficher, au lieu de regarder son écran de télévision, en fait on a le streaming directement dans le casque, et donc là on peut avoir un écran, voire plusieurs écrans à la fois, et on se crée un peu son environnement pour regarder un événement sportif. Et en plus, nous, oui, c'est la différenciation qu'on a par rapport à d'autres concurrents, on va dire, c'est vraiment apporter l'aspect statistique, données, pour mieux comprendre en fait ce qui se passe, les performances des joueurs, des athlètes pendant l'événement. Donc ça, c'est pour faire ça, effectivement, il y a une complexité autour de la donnée, de comment récupérer ça, traiter ces données en temps réel, et aussi les synchroniser avec la vidéo. Alors justement, levons un coin du voile puisque tu acceptes de parler dans le podcast AWS en français aujourd'hui. Comment ça marche? Et j'aime bien suivre la donnée, c'est l'exemple que tu as que tu as pris, d'où vient la donnée, comment vous l'ingérez, comment vous la traitez. Et on peut peut-être commencer avec le cas dans le stade, parce que je me dis s'il y a des centaines de personnes qui utilisent leur téléphone portable dans le stade, il doit aussi y avoir des challenges de connectivité, de latence qui doivent être assez intéressants à résoudre de votre côté. Donc dans ce cas d'utilisation-là, je suis dans le stade, je pointe la caméra de mon téléphone vers le terrain et je vois via une app des données qui viennent s'afficher dessus. Ça marche comment? Alors, donc, effectivement, il y a plusieurs challenges. On a commencé à travailler là-dessus il y a maintenant 5-6 ans, je dirais. Et effectivement, il y a pas mal de challenges déjà en termes de connectivité dans les stades parce que c'est que parfois dans les stades pleins, la connectivité n'est pas très bonne. Donc on a beaucoup travaillé autour de tout ce qui est 5G avec les opérateurs mobiles, avec l'équipementier 5G, etc. Pour normalement c'est censé résoudre ce problème-là de connectivité dans les stades et supporter plus d'utilisateurs simultanés. Et c'est le cas, sur les tests qu'on a fait dans différents stades. Ça marchait globalement très très bien. Et donc globalement, comment ça fonctionne en fait donc je prends plutôt l'exemple du foot parce que c'est là qu'on a le plus travaillé, on va dire, sur ce genre de projet-là. Et donc sur le foot, il y a d'où viennent les données. Ouais, donc il y a des fournisseurs de données qui sont déjà en place, qui sont déjà utilisés par les ligues et les clubs pour capter en temps réel via des caméras qui sont déjà installées dans le stade. Ils sont capables de calculer en temps réel la position des joueurs sur le terrain. Et donc ça permet d'avoir notamment donc, la vitesse de course des joueurs, la position en gros XY sur le terrain, le nombre de kilomètres parcourus pendant un match, etc. C'est utilisé côté les données pour les entraîneurs, les préparateurs physiques, etc. Et nous, sauf que vous devez les capturer en temps réel, ces données, c'est assez différent comme job. Oui, effectivement. Donc c'est une des premières problématiques qu'on a eues, c'est travailler, nous, avec ces fournisseurs-là, pour faire en sorte de pouvoir se connecter et récupérer ces données en temps réel. Jusque-là, c'est pas forcément une problématique qu'ils avaient eue. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus au début. Et donc on a besoin de mettre en place une infrastructure un peu particulière pour pouvoir se connecter. En gros, ils puissent nous pousser les données directement sur nos serveurs et que nous, on puisse ensuite transférer ces données avec une latence la plus faible possible depuis nos serveurs, jusqu'à l'utilisateur final qui est dans le stade.
En sachant que vous devez aussi les agréger, enfin faire du calcul un peu dessus, c'est pas juste pousser la donnée brute. Alors, tu as répondu à une de mes questions, c'était est-ce que vous faites un pull, est-ce que vous appelez des API toutes les secondes, ou est-ce qu'ils pushent les données? Tu as répondu c'est un push. Quelle infrastructure vous utilisez pour le push? On parle de Kafka, on parle de Kinesis, on parle d'autre chose? Alors, ça dépend en fait des fournisseurs. En général, eux, ils ont déjà leur protocole qu'ils utilisent de leur côté. Donc, nous, on s'adapte un peu à ce qu'ils ont. On a justement travaillé beaucoup là-dessus pour avoir un back-end, des serveurs qui puissent se connecter à différents fournisseurs de données et à différents formats, différents protocoles. Donc ça, voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Mais ouais, suivant les cas, c'est des fils de messages ou juste des sockets avec les données qui sont envoyées directement. Ça dépend. Ça peut être aussi bas que ça. Ouais. Donc c'est un socket et vous recevez un flux sur un socket. Et ces données en général, c'est du JSON ou c'est des formats super spécifiques, optimisés pour le transport? Ouais, ça dépend aussi. Parfois, ils ont leur propre format de données. La plupart du temps, c'est ça. Comme on parle, en général, c'est entre 30 fois par seconde ou 60 fois par seconde qu'on reçoit une donnée soit pour l'ensemble des joueurs, soit pour un joueur. Et donc, ça fait des volumes de données quand même assez importants à envoyer. Et donc, ouais, parfois, ils ont leur propre format de données pour optimiser, que ce soit un peu plus optimisé que du JSON. Comment on fait une architecture dans ce cas-là? On a un back-end avec plusieurs portes d'entrée qui acceptent le protocole et le format qui vient du fournisseur, quel qu'il soit. Et puis vous unifiez, vous avez un espèce de bus commun derrière avec un format commun. Vous remettez toutes ces données à un format à vous, ou vous développez des transformations ad hoc et du stockage ad hoc par fournisseur. Ouais, en fait, on a une base commune de code qui nous permet d'avoir des connecteurs, on va dire, pour chaque fournisseur et qu'on développe au fur et à mesure. Donc voilà, pour chaque fournisseur, on sait qu'il utilise tel format de données, tel protocole. Donc nous, voilà, quand on déploie un nouveau projet, on va déployer notre back-end avec le bon connecteur. Et c'est voilà, cette partie-là qu'on va déployer en cloud. Parfois même, on est obligé dans le stade. Dans le stade, c'est-à-dire vous allez raquer des serveurs vous-même pour déployer des VM et du Docker dans les stades. Je suppose que si vous le faites, c'est pour diminuer la latence entre la source et la destination des données. Ouais. Mais physiquement, ça ressemble à quoi? Ouais, justement, donc c'est une autre des problématiques qu'on a eues, c'est que parfois le fournisseur de ces données de tracking est pas capable de nous envoyer les données en cloud parce que eux, leur serveur est sur place dans un stade. Donc dans ces cas-là, parfois on est obligé de récupérer la donnée, voilà, dans le stade, on va dire. Donc on a eu plusieurs cas. Au début, ça nous est arrivé effectivement de déployer notre serveur, de mettre notre serveur dans un rack dans le stade et de se connecter physiquement voilà, à la machine du fournisseur. C'est pas ce qu'on préfère parce que ouais, c'est pas vraiment notre boulot à nous. C'est pas votre métier. Ouais, on est habitué, voilà, à utiliser du cloud, à tout déployer en cloud et à pas gérer nos infrastructures nous-mêmes. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on a commencé à regarder ce que faisait AWS avec Wavelength et Outpost. On peut expliquer pour tout le monde. Wavelength, c'est quoi? Comment je définirais? C'est une espèce de mini availability zone, mais qui est connectée directement à l'infrastructure des opérateurs téléphoniques. Ouais. Moi, je prends l'analogie d'un outpost, d'un rack AWS qui serait mis au pied des antennes 5G. C'est pas exactement ça, mais chez Vodafone, chez Orange ou que sais-je. Et outpost, c'est du matériel AWS qu'on peut délocaliser en dehors d'une availability zone, qu'on peut avoir chez soi dans son data center ou dans un stade. C'est ça que vous faites? Vous mettez du outpost dans certains stades? Alors pas nous-mêmes, mais comme justement sur ces cas d'usage dans le stade, on a beaucoup travaillé avec des opérateurs mobiles, que ce soit Orange en France, à Marseille, ou Vodafone en Allemagne par exemple. Et en général, eux avaient déjà justement cette infrastructure. Donc par exemple à Vélodrome, ils avaient un serveur Outpost place, donc on a pu utiliser cette infrastructure-là, et Vodafone avait une infrastructure Wavelength proche, qui était utilisée, je crois que c'était à Leipzig à l'époque.
Et Et ça pour vous, c'est relativement facile, parce que si c'est Outpost ou du Wavelength, enfin relativement facile de nouveau, excuse-moi si je simplifie trop, mais schématiquement, si vous avez des scripts du CloudFormation ou autre pour démarrer des VM ou des clusters Kubernetes ou autre dans votre compte AWS, vous pouvez aussi les déployer sur un Outpost ou aussi les déployer sur Wavelength. Donc les opérations de déploiement pour vous sont quasiment transparentes, que ça soit un Outpost dans un stade ou dans une région AWS. C'est correct? ouais, exactement. Ouais, c'est le gros avantage. Nous, du coup, on pouvait donc avec ces systèmes-là avoir un serveur qui était très proche du stade, donc très proche de l'utilisateur final. Donc on gardait une latence qui était très 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 bonne, et tout en bénéficiant effectivement de tous les outils AWS pour le déploiement automatisé, et puis le monitoring. Ouais, voilà, tous les outils auxquels on est habitué, plutôt que d'avoir à gérer des machines nous-mêmes. Donc c'est sûr que c'était beaucoup plus agréable de fonctionner comme ça. Et si c'est couplé à un Wavelength, ça doit même pas passer par une région AWS. Le flux, c'est les caméras qui captent les données brutes sur le terrain sont traitées par le fournisseur de données en local, envoyées en local sur un hotspot où vous pouvez traiter et renvoyées directement au téléphone 5G via les antennes locales. Tout ça, ça ne doit même pas passer par une région AWS. Dans le cas de Marseille, la région la plus proche, je suppose, c'est Paris en termes de réseau. Oui, tout à fait. Ça peut rester vraiment local. Et donc, vous arrivez à minimiser la latence entre le moment où vous recevez la donnée et le moment où elle est disponible pour... C'est important parce que c'est de la réalité augmentée. Donc, s'il y a un joueur qui court sur le terrain, je suppose que vous affichez un petit truc au-dessus ou en dessous du joueur. Il faut que ça suive, qu'il n'y ait pas un lag d'une seconde ou deux. Ouais. T'as des chiffres sur la latence et des résultats obtenus? Ouais, c'est donc justement, effectivement, pour nous, c'est très important, parce que sinon, ça se voit directement pour l'utilisateur que, effectivement, il y a un lag sur la donnée. Donc, on est plus au niveau de dizaines ou centaines de millisecondes que de la seconde. Donc, au total, en gros, déjà, en fait, il y a une problématique de génération de la donnée, parce que pour calculer les positions des joueurs sur le terrain, il y a déjà un peu de temps de calcul, parce qu'il faut trianguler les positions avec les flux vidéo des caméras. Que ça, c'est un temps incompressible côté fournisseur, on va dire. Et après, il nous reste assez peu de temps pour transférer les données depuis du moment où on les récupère jusqu'à l'utilisateur final. Et vous avez un temps calcul également, puisque vous recevez des positions XY du terrain, mais en fonction de là où je pointe ma caméra de mon portable, vous devez mapper ces coordonnées en fonction de la vue que j'ai sur l'écran du portable. Donc il y a aussi du calcul de votre côté. Oui, effectivement. Il y a une partie qui est faite sur le téléphone, une fois qu'on reçoit les données tracking des joueurs, où le calcul pour reprojeter ces données-là dans l'espace, en fait, est fait sur le téléphone, sur l'application. Mais il y a aussi un peu de calcul côté serveur, effectivement, pour filtrer aussi les données qu'on reçoit et garder que les données dont on a besoin, en fait. Mais c'est assez négligeable par rapport au temps le temps réseau, on va dire, au temps réseau, ouais. Alors ça, c'est les données qui rentrent des fournisseurs. Il n'y a peut-être pas que les données en temps réel, il y a peut-être des données plus froides aussi, des données statistiques sur l'équipe, sur un joueur, etc. Ouais. Vous mergez ça en temps réel ou vous préparez ces données pour qu'elles soient faciles à consommer? Ouais, donc ça, c'est un autre process un peu séparé, parce qu'on récupère aussi effectivement toutes ces données statistiques sur les joueurs, les équipes, et aussi tous les événements du match, savoir quand est-ce qu'il y a eu un but, quand est-ce qu'il y a un tir, etc. Et donc ça, c'est des données un peu moins sensibles en termes de latence, effectivement. Même si quand même on peut déclencher, quand il y a un but, on peut déclencher une animation particulière sur le terrain, des choses comme ça. Mais ça, voilà, si c'est quelques millisecondes après, l'utilisateur voit pas trop la différence. Donc ça, on a une infrastructure un peu différente pour gérer ces données-là. Et ça, en général, tout se passe en cloud, parce que les fournisseurs de ce genre de données-là ont déjà des API peut appeler. Parfois c'est du push, parfois c'est du pull, ça dépend un peu des cas, mais en tout cas, normalement tout se passe en cloud pour ce genre de données.
Et puis il y a une partie de computer vision également, puisqu'on parle de réalité augmentée. Je m'imagine dans un stade avec mon téléphone pointé vers le terrain. C'est pas tout d'afficher des données sur le joueur qui est dans l'axe de la caméra, de ma caméra. Il faut encore être capable de le reconnaître, donc savoir quelles données afficher pour qui. Comment ça marche cette partie-là? Ça fait sur le téléphone ou vous envoyez ça sur le serveur également? Oui, alors on a une partie serveur. Alors en fait, on a développé nos propres modèles de machine learning pour être capable, donc à partir de photos de la caméra d'un smartphone, capable de détecter la position du terrain par rapport à l'utilisateur. On n'a pas besoin de détecter les joueurs parce que ça, c'est des données qu'on récupère du fournisseur de tracking. Mais en tout cas, il faut qu'on soit capable assez précisément de positionner le terrain virtuel, on va dire, un endroit où est le vrai terrain. Et donc, et ça, c'est différent aussi en fonction des sports, en fonction même des villes, enfin des stades. Donc, à chaque fois, en fait, pardon, pour chaque sport, en fait, on développe un modèle à chaque fois qu'on doit entraîner à partir de photos du stade. Donc, réel de ce stade-là, spécifiquement pour un stade. Ouais. Donc en amont du projet, en fait, on doit aller sur place, prendre des photos du stade pour ensuite entraîner notre modèle pour qu'il puisse détecter et estimer la position du terrain pour l'utilisateur. Et ça se fait uniquement avec du computer vision ou il y a aussi des senseurs, je sais pas, des forces de réseau Wi-Fi, des données qui permettraient de localiser le spectateur dans le stade? Non, nous on fait, c'est uniquement à partir des photos. Donc ça, ce process-là, c'est un modèle qui est pas déployé sur le téléphone, mais c'est sur un serveur cloud, donc déporté sur un serveur. Et donc en fait, le téléphone envoie une photo et le serveur estime la position et on vous renvoie le résultat au smartphone, à l'application. Et il fait ça plusieurs fois par seconde, je suppose, parce que les spectateurs, évidemment, ils gardent pas leur téléphone sur un pied fixe, ça bouge tout le temps. Oui, alors effectivement, en fait, on a un process qui permet de pas le faire justement toutes les secondes ou toutes les millisecondes, parce que il faut que tu aies l'impression que effectivement le terrain bouge pas quand tu bouges ton téléphone. Mais donc ça, on a un process sur le téléphone qui va garder la position stable pour que une fois estimé, en gros, le terrain reste au bon endroit. Et le calcul côté serveur est fait régulièrement, mais il n'a pas besoin d'être fait toutes les secondes. Quel type d'infra vous utilisez côté cloud pour ça, pour ces points d'inférence? On parlera de l'entraînement après, mais pour les points d'inférence, je suppose qu'il faut des machines assez costaudes avec du GPU, donc c'est de l'EC2, c'est du Kubernetes. Comment ça fonctionne? Oui, globalement, toutes nos infrastructures, ça utilise Kubernetes, EKS, et donc sur ce déploiement en particulier, pour cette inférence, on a une partie, c'est séparé en deux, en fait. Il y a une partie au début qui tourne sur une machine avec un CPU, et après il y a une machine avec le GPU pour faire vraiment l'inférence modèle. Alors entraînement, justement, on parle du point d'inférence, mais avant le point d'inférence, il y a l'entraînement du modèle. Vous collectez ces données, quand on parlait de computer vision, qui sont des photos du stade. Vous les ingérez, vous entraînez un modèle. Est-ce que vous utilisez des services managés comme SageMaker pour faire ça, ou est-ce que vous avez développé votre propre pipeline MLOps, pour utiliser des acronymes? Oui, alors en fait pour ça, aujourd'hui on n'utilise pas SageMaker. Historiquement, en fait, on était plutôt sur des infras GCP. Aujourd'hui, il y a une partie aussi qu'on fait pour l'entraînement, qu'on fait en local, nous, sur un serveur qu'on a dans nos bureaux, simplement pour des raisons de coût, en fait. Ça reste moins cher de devoir maintenir un serveur on-prem, de devoir mettre à jour les drivers, CoolDA, mettre PyTorch, etc. et maintenir ça plutôt que d'utiliser du temps heure, que ça soit chez Google ou chez AWS? Bah oui, nous, en tout cas pour notre usage. Pour votre cas d'utilisage, c'est ce qu'on a mis en place là. C'est assez récent sur la partie locale, mais vous voyez qu'effectivement, quand on a beaucoup d'entraînement à faire, parfois, ça peut coûter assez cher en temps d'utilisation justement des machines.
Donc là, ça nous permet de réduire un peu cette partie-là. Est-ce qu'il y a un aspect formation aussi, enfin, le faire soi-même pour savoir comment ça marche? Je pose la question parce que dans un autre épisode du podcast AWS en français, il y a quelques mois, il y avait un client qui me disait exactement la même chose. On a 2-3 machines en GPU locales et on les garde parce que ça fait du bien aux ingénieurs de retrousser les manches et de devoir installer des drivers de bas niveau. Ils restent en contact avec les réalités et au moins quand on utilise des services managés, on sait ce qu'il y a en dessous, on comprend comment ça marche. Est-ce qu'il y a cet aspect apprentissage aussi dans ce choix? Ou c'est uniquement drivé par le coût? À la base, c'était plutôt drivé par le coût. Mais c'est vrai qu'on a eu ce côté-là aussi où on s'est aperçu en fait de problématiques auxquelles on n'avait pas pensé avant, effectivement en termes de driver ou de versions qui n'étaient pas exactement les mêmes. Et donc ça nous a permis aussi d'apprendre des choses effectivement là-dessus. Alors on a beaucoup parlé de latence. La latence est très importante dans votre métier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas moyen d'offrir votre service parce qu'il n'y a pas de région AWS ou GCP suffisamment proche des stades? Alors, jusque maintenant, on est toujours arrivé à s'en sortir, on va dire. À trouver une solution. Mais effectivement, parfois, quand on a des régions où il n'y a pas de zone AWS proche, on a été obligé parfois plutôt de déployer sur GCP pour ces raisons-là, parce qu'il y avait une région Google Cloud plus proche, et donc ça nous permettait d'avoir une meilleure latence. En général, on arrive toujours à trouver une zone avec une latence qui soit assez bonne pour que ça fonctionne. Mais voilà, c'est pas toujours sur le même cloud, donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir aussi une stratégie plutôt multi-cloud et de ne pas se restreindre que sur un provider. Ouais, pour être toujours au plus proche de vos clients finaux et au plus proche des stades. Ouais. En parlant avec les autres sociétés qui parlent de tech et de sport et souvent de streaming, on parle souvent de latence, on parle aussi souvent de montée en charge parce qu'un événement sportif, ça commence à une certaine heure et tout le monde se connecte à la même heure. Je suppose que vous avez eu aussi à réfléchir ou à penser votre architecture pour ce genre de montée en charge. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et, toujours en train d'améliorer ça encore, mais ouais, effectivement, c'est une problématique assez forte pour nous parce que on a une grosse montée en charge lors du début d'un événement sportif. Donc, on doit être prêt pour pouvoir supporter cette charge. Et après, donc, il y a normalement une forte utilisation pendant toute la durée de l'événement, et après, ça retombe à la fin de l'événement. Donc, il faut, on a dû mettre en place des choses pour être capable déjà de déployer automatiquement aussi des infrastructures, parce que pareil, quand on développe un projet pour un client qui a par exemple un match à domicile toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça sert à rien non plus d'avoir toute une infra à déployer pendant une semaine alors que c'est utilisé pendant 2 heures un week-end. Donc on a toute une déployé une plateforme pour automatiquement on va dire quelques heures avant le match, démarrer les infrastructures et les arrêter aussi après la fin du match. Ça, c'est un cas d'utilisation du cloud idéal, parce que c'est vraiment là que le cloud brille, c'est cette capacité de créer de l'infrastructure à la demande et pouvoir la détruire après, donc de ne payer qu'à l'usage. Vous automatisez, vous êtes en multi-cloud aussi, donc je suppose que vous utilisez du Terraform ou des scripts que vous avez développés vous-même? Ouais, c'est essentiellement basé sur du Terraform, effectivement. Pouvoir facilement déployer toute l'infrastructure en script automatiquement. Donc on a beaucoup travaillé dessus ces derniers mois. Mais vous êtes dans des cas d'utilisation de scalabilité encore relativement confortable, si je me permets, parce que les horaires des matchs sont prévus des semaines et des semaines à l'avance. Donc voilà, c'est prévisible. Hein. Alors en général, pour les horaires des matchs, on sait quand le pic va arriver. Par contre, des fois, c'est plus difficile d'estimer la charge qu'on va avoir. Quand c'est parfois, on pense des cas d'usage où des fois, on a une compétition qui va démarrer à telle date et on n'a pas trop d'historique. Si c'est une Coupe du Monde, un Euro, ça y est une fois tous les 4 ans. C'est difficile avant que ça démarre de vraiment savoir combien de personnes vont utiliser le service. Donc, c'est pour ça aussi là qu'on travaille beaucoup sur la partie auto-scaling pour être en mesure de
déployer, même si à la base on déploie tant de serveurs parce qu'on a estimé que ça devait être à peu près ça la charge, si jamais il y en a plus que prévu, automatiquement on puisse rajouter des serveurs, supporter la charge et qu'il n'y ait pas de problème pour l'utilisateur final. Oui, vous pouvez préchauffer en fonction de ce que vous pouvez prévoir du trafic. Pour ce qui est moins prévisible, vous préchauffez quand même parce que l'heure de début est prévisible. En revanche, la quantité de ressources qui sera nécessaire n'est pas nécessairement connue et donc il faut être encore capable de scaler pendant un event. Le rythme de scaling, le fait qu'il faille plusieurs minutes entre le moment où on détecte une alarme, je sais moi, de CPU insuffisant par exemple, et le moment où les ressources sont effectivement disponibles, ajoutées au cluster. C'était également un critère important pour vous. Comment vous gérez cet aspect-là? C'est une très bonne question. C'est en plein des sujets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. Parce que justement, quand on voudrait que le scale soit le plus rapide possible. Et aujourd'hui, effectivement, quand on fait des tests, on voit que ça peut prendre quelques minutes à démarrer des nouvelles machines jusqu'à ce que ce soit disponible. Et donc, quelques minutes pour un événement sportif, ça peut être assez long. Donc on essaye on travaille justement avec les équipes AWS pour essayer d'optimiser au mieux, tester différentes approches pour détecter le plus rapidement possible les pics de charge et pouvoir augmenter les serveurs, les capacités serveurs le plus rapidement possible. Donc pré-démarrer ou démarrer de façon assez agressive, peut-être un peu trop des instances C2. Et pour l'instant, justement, on essaye de voir quels sont les critères aussi les plus pertinents pour les bonnes métriques. Est-ce que c'est le CPU? Est-ce que ça peut être des métriques à nous aussi? Parce qu'on peut estimer, on peut savoir le nombre d'utilisateurs connectés sur un serveur. Donc, on va voir justement tout ça. En parlant avec certains diffuseurs, ils me parlaient également du challenge de scaler le reste de l'infrastructure. Parce que là, on parle du streaming ou du streaming des données dans votre cas. Mais je suppose que les utilisateurs, ils doivent se connecter sur leur application, ils doivent s'authentifier. Alors, c'est peut-être pas sous votre responsabilité directement, mais ça fait partie de la chaîne de scaling. Vous avez visibilité sur cette partie-là? Alors, en général, pour la partie authentification, non. Mais par contre, on a aussi la partie... on parlait tout à l'heure sur à la partie inférence, ça c'est pareil, si on a beaucoup d'utilisateurs, il faut aussi scaler cette partie-là, rajouter des machines avec des GPU, etc. Donc, il y a aussi cette partie-là à faire scaler. Oui, votre back-end, si on fait la différence entre le front qui reçoit vraiment les connexions des téléphones ou des lunettes, et puis votre back-end qui fournit les données, votre back-end doit être capable de scaler aussi. Tu as parlé Kubernetes rapidement. Pourquoi le choix Kube par rapport à de la VM classique? Ouais, principalement pour ces sujets-là, pour que ce soit le déploiement automatique ou l'autoscaling, on trouve que c'est beaucoup plus simple de gérer avec Kubernetes parce que tous les outils, justement, comme Terraform, sont vraiment adaptés, je pense, à tourner tout ça et à gérer via Kubernetes pour automatiquement rajouter des pods, par exemple, quand il y a besoin de monter en charge, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour simplifier ça qu'on utilise Kubernetes. Pour toutes les problématiques aussi qu'il peut y avoir une fois qu'on a plusieurs instances de load balancing, on peut utiliser tous les outils de Kubernetes pour gérer ça aussi. Donc au début on a commencé un peu par des VM, mais assez rapidement, là, ça fait un moment maintenant qu'on est passé plutôt exclusivement sur des clusters Kubernetes. Est-ce que ça aide au déploiement multi-cloud également, puisque tu as dit que parfois vos workloads sont sur Google, sont sur GCP. Est-ce que le choix de Kubernetes a à voir avec ce choix multi-cloud également? Oui, aussi, parce qu'avec Terraform, justement, on fait en sorte d'avoir des scripts de déploiement qui puissent fonctionner à la fois sur AWS ou sur GCP, voire même sur d'autres fournisseurs. Après, il y a quand même des spécificités, il faut adapter un peu certaines choses parfois. Mais ouais, avec Kubernetes, ça nous permet aussi d'utiliser les mêmes services sur les deux. Et en général, ça se passe assez bien. Ça facilite ça aussi. D'avoir un espèce de commun dénominateur, en tout cas au niveau Kube, pas nécessairement tout ce qui est en dessous et le monitoring, mais au niveau Kube, ça vous offre cet aspect portabilité dont vous avez besoin. J'aime bien terminer avec une note de
prospective vers où on va, l'industrie en général, du sport, de la réalité augmentée dans le sport. Donc sans dévoiler vos plans secrets, c'est quoi les choses, je dis souvent qui te tiennent réveillé la nuit, mais c'est pas ça vraiment que je veux dire, qui vous font réfléchir pour le moment? C'est quoi la future expérience utilisateur en matière de réalité augmentée dans le sport? Ouais, un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est vraiment recréer en fait l'événement sportif, donc un match de foot par exemple, mais en le recréer en 3D. Euh, Parce qu'on commence à avoir justement des outils qui permettent de vraiment traquer en temps réel les mouvements des joueurs sur un terrain de foot. Et donc, on peut récupérer vraiment les mouvements de tous les joueurs en temps réel sur le terrain et les utiliser, donc ces données-là, pour recréer en 3D le match comme si on y était, quoi. Quand tu dis les mouvements, c'est les mouvements des membres individuels. Si je lève si un joueur lève le bras, etc., vous recevez ces données-là et donc vous pouvez recréer. Mais ça sert à quoi? Enfin, ok, on le recrée et puis on le projette où? On parle de lunettes ici ou quelle est l'expérience client final? Ouais, en fait, c'est un peu comme ce qu'on voit quand il y a des hors-jeux sur le foot où des fois ils font un replay en 3D où on voit les positions des joueurs en 3D sur le terrain. Avec la caméra qui tourne. Ouais, voilà, exactement. Et donc ça permet justement de recréer, nous c'est en réalité augmentée, on projette ça, donc soit sur un mini terrain devant soi, on a une vue 3D du match en fait. Donc c'est un moyen différent de visualiser, de regarder un match en fait, au lieu d'avoir son écran vidéo 2D, là on a vraiment une vue 3D globale de ce qui se passe. Et ça... Comme si on était dans le stade, mais ça veut dire qu'il faut représenter chaque joueur, il y a des avatars pour chaque joueur, etc. Exactement, ouais. Et donc c'est exponentiel le niveau de données que vous devez ingérer en plus si on va traquer chaque petit doigt de chaque joueur, enfin peut-être pas le niveau du doigt, mais en tout cas les bras, jambes. Ouais, justement, donc là on a fait une première démo d'un service comme ça avec la Bundesliga en mars dernier. Et où ça fonctionne déjà. En fait, il y a déjà des systèmes qui permettent de faire ça et on a développé toute la chaîne de bout en bout pour récupérer ces données-là et les afficher dans une application. Là, c'était sur Vision Pro. Donc, ouais, en termes de volume de données, effectivement, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a l'habitude de traiter, mais donc c'est des nouveaux challenges. Voilà, ça crée vraiment un nouveau type d'expérience pour l'utilisateur final avec cette 3D-là et on peut l'afficher en petit, on peut l'afficher en taille réelle aussi si on veut, et du coup, vous revoir une action depuis n'importe où sur le terrain. Ça ouvre des nouveaux usages et une nouvelle perspective. Donc, c'est l'utilisateur qui choisit son point de vue, sa caméra ou ses caméras? Il peut ou oui, il pourrait? On peut, on peut imaginer plein de choses comme ça, où l'utilisateur peut se positionner n'importe où sur le terrain et avoir le point de vue de n'importe quel joueur, ce genre de choses. Donc le futur pour regarder un match, c'est s'installer dans son fauteuil, non plus face à la télé, mais avec un casque de réalité augmentée comme le Vision Pro, quand il sera peut-être un peu plus accessible pour tout le monde, et voir peut-être d'un côté le flux stream classique 2D qui vient de la télé avec les commentaires, et puis un flux 3D réarrangé par vos soins avec des données en surimpression de statistiques, etc. Et de pouvoir choisir dynamiquement son point de vue dans ce monde en 3D reconstitué. C'est là-dessus que vous travaillez. Exactement, voilà. Nous, on pense qu'il y a ce côté interactif est aussi très important, effectivement, de pouvoir laisser le choix à l'utilisateur de sélectionner, de voir des stats s'il a envie, de cliquer sur un joueur s'il a envie. Et donc, soit, effectivement, on peut rester dans son canapé, regarder le match en 2D ou en 3D, soit on peut interagir et avoir plus d'informations si on le souhaite à certains moments du match. Puisque tu parles de l'Apple Vision Pro, à la conférence développeur, ils ont aussi annoncé des caméras capables de filmer en 3D pour Apple Vision Pro. Parce que là, on parle d'une représentation 3D que vous recréez à partir des données que vous recevez. On pourrait imaginer un futur avec des vraies images 3D qui viennent des stades. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on regarde de près aussi avec certains de nos clients. Alors pour l'instant, la production de ce genre de vidéo est encore un peu complexe, parce que c'est encore des caméras qui coûtent assez cher et c'est pas encore des process très maîtrisés, mais c'est en train d'arriver effectivement. Et ouais, c'est quelque chose qui, je pense, peut apporter aussi un gros plus pour l'utilisateur final.
Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester le Vision Pro, mais ce Pas genre de personnellement, non. de caméra 3D, ils l'ont utilisé notamment sur des matchs de MLS, Mhm. et c'est assez impressionnant. Effectivement, tu as vraiment l'impression d'être dans le stade, derrière les buts, et de voir le but arriver vers toi. Et ouais, c'est assez impressionnant. On peut imaginer effectivement que ça va se développer assez fortement dans les années à venir. Oui, soyons clairs, là on parle pas de 3D sur les téléviseurs comme c'était la mode d'essayer de nous vendre il y a 10 ou 15 ans, je sais plus, enfin ça a fait un flop, on voit plus de télé 3D maintenant, et peut-être c'est une bonne chose, on parle de 3D faite pour des casques spéciaux comme le Vision Pro, mais pas que. Un de tes collègues au sens large du terme dans cette série parlait aussi de personnalisation, et je crois que c'est aussi un des termes, et tu l'as mentionné également, pouvoir choisir soi-même son angle de caméra, choisir sa vue, ou comme on peut déjà choisir son commentaire peut-être audio aujourd'hui, mais aller encore plus loin dans la personnalisation. Merci Stéphane pour cette conversation passionnante dans le monde du tech, du sport pardon, et de la tech, avec immersive.io pour des expériences en réalité augmentée. Donc ne cherchez pas l'appli immersive dans votre App Store. Vous vendez essentiellement à des clubs, à des ligues, à des ayants droit, et c'est eux qui utilisent vos technologies pour donner accès aux fans de sport que vous êtes. La semaine prochaine, ça sera le dernier épisode dans la série Tech et Sport du podcast AWS français pendant l'été. On parlera de streaming encore, mais cette fois-ci pour les professionnels avec Broadpeak qui vend ses solutions aux diffuseurs, aux box qui sont dans votre salon ou aux chaînes de télé et ce genre de clients. Ça sera vendredi prochain dans vos applications de podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Stéphane pour tes explications très claires. Rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.